La bonne étoile de l'entrepreneur, Manuela Dalloy. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, chers auditeurs, pour notre émission La bonne étoile de l'entrepreneur. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Bardot. Bonjour Frédéric. Bonjour Manuela. Ravi de vous recevoir sur ce plateau pour un moment d'échange. Frédéric, vous êtes le cofondateur et président de Simplon. Simplon est une entreprise sociale et solidaire qui forme au métier du numérique en France et à l'international, et avec deux objectifs clés: utiliser le numérique comme levier d'inclusion et accompagner la transformation numérique des organisations, un vaste programme. Sachez, chers auditeurs, que Frédéric est un entrepreneur qui compte en France. Et pour preuve, je cite, élu entrepreneur social de l'année 2017 par le BCG, personnalité IT de l'année 2022 par le Monde Informatique et prix de l'Audace 2023 par HEC Alumni. Quel talent! Alors Frédéric, pour débuter cette émission, pouvez-vous nous expliquer assez simplement à nous tous et surtout aux auditeurs le métier, le quotidien, la mission de Simplon? Merci de commencer par mes titres de gloire déjà, ça met la pression. Le métier de Simplon, il est simple, c'est résoudre 3 problèmes en un. Donc le premier problème, c'est que les entreprises n'ont pas assez de profils techniques pour assurer leur transformation numérique. Il manque de développeurs, de gens dans la cybersécurité, dans le cloud, dans l'IA. Enfin, c'est des métiers, ce qu'on appelle en tension. La deuxième chose, c'est que dans le numérique, dans les professionnels numériques, on manque de diversité. C'est principalement des hommes, plutôt blancs, plutôt ingénieurs. Et le troisième truc, qui est celui, moi, qui me fait lever le matin, c'est qu'il y a plein de gens super talentueux qui sont au chômage, qui ont des parcours de vie cassés, qui ont des profils atypiques et auxquels on ne donne pas la chance d'accéder à des métiers en tension. Simplon, nous, on essaye de résoudre tout ça. Donc, très concrètement, comme vous l'avez dit, on forme gratuitement au métier du numérique très en tension des personnes qui sont au chômage, en s'intéressant plutôt aux gens qui ont beaucoup besoin de travailler et qui sont peu représentés dans le numérique. Donc, principalement des gens peu diplômés, des femmes, des réfugiés, des personnes en situation de handicap. Et 2-3 mots représentatifs qui donneraient le ton et décriraient cette aventure Simplon. C'est inclusion, diversité et puis et technologie, parce qu'on est quand même des geeks et on est passionnés par la technologie et on pense que ça peut changer le monde dans le bon sens. Et le moment fort de cette aventure à ce stade, c'est pas fini, mais qui restera gravé à vie. C'est quand l'État, sur la base de ce qu'on fait, de ce que fait aussi l'école 42, de Xavier Niel, le Wagon et d'autres gens, s'est dit tous ces trucs-là, c'est un peu bizarre, mais on va tous les mettre dans le même panier et on va les soutenir financièrement. Et donc l'État a créé un label qui s'appelle la Grande École du Numérique, qui a permis de mettre en valeur ce qu'on faisait et surtout de nous subventionner et de nous faire grandir. Donc être reconnu par l'État et devenir comme une politique publique, c'était un bel hommage à ce qu'on faisait. Ouais. Et à contrario, alors on parle de ces succès, de ce succès, des gros couacs, des obstacles à surmonter pendant cette période? Plein. La plupart du temps, je dis que toutes les bêtises des entrepreneurs, on les a toutes faites, nous, à Simplon. Et dans ce que je vous ai décrit, il y a un mot qui est un peu bizarre, c'est gratuitement. Voilà. Tout ce qu'on fait, c'est gratuit. Donc, ça veut dire que les demandeurs d'emploi ne payent pas leur formation. En revanche, il faut bien que quelqu'un paye les formateurs, mon salaire et tous les gens qui travaillent à Simplon. Et donc, on passe notre temps à chercher des financements et des financeurs pour annuler le coût et que ce soit gratuit pour les apprenants qui font ces formations-là. Et donc, ça veut dire que notre modèle économique est très, très particulier dans l'économie sociale et solidaire. Et donc, on a eu des crises de trésorerie, on a failli mourir plusieurs fois. Donc, des couacs, c'est pas ce qui a manqué. Et puis, la croissance fait que quand on croit, on a des crises de croissance. Donc, ça, des couacs, il y en a eu beaucoup. Et vous avez surmonté le chiffre d'affaires aujourd'hui de Simplon? C'est 32 millions d'euros. Ah, bravo. Alors, vous, personnellement, Frédéric Bardot, en regardant votre parcours, vous avez beaucoup testé, virevolté, fait des grands écarts. Vous avez, à 20 ans, balancé des pavés au CRS pour protester contre le G8. Vous avez fait vos classes à Saint-Cyr, militaire dans les paras. Vous étiez à 2 doigts de devenir espion à la DGSE.
pour finalement faire de l'Internet votre métier et votre vie. Mais dites-nous, qu'est-ce qui vous anime au quotidien et explique ce parcours complètement atypique? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler, c'est très cohérent. Non, non, c'est très cohérent. Non, moi, c'est vrai, comme beaucoup de gens, je cherche à mettre du sens dans ma vie, à être utile à quelque chose. Et voilà, la meilleure manière d'employer mon temps et d'être le plus utile, là, j'ai beaucoup tâtonné. Au début, je voulais être journaliste de guerre quand j'étais petit. Voilà. Après, effectivement, j'ai été plutôt militaire. J'ai passé le concours de la DGSE et effectivement, ça s'est joué à pas grand-chose. Et c'était des carrières qui étaient très intéressantes, mais où, en fait, c'est pas pour rien que je suis fini entrepreneur. Je suis très, très intolérant à la frustration et très impatient. Donc, il faut que ça aille très, très vite. Et quand vous êtes militaire ou quand vous êtes espion, vous ne pouvez pas griller les étapes. Il faut faire les choses dans l'ordre. Et donc, quand j'ai découvert le numérique, c'est un moment où j'étais un peu perdu. Je ne savais pas trop où est-ce que j'allais finir et où est-ce que j'habitais. Et quand je me suis connecté à Internet pour la première fois, je me suis dit, voilà ton Far West, voilà ton nouveau terrain de jeu. Et comme je suis un curieux insatiable, je me suis dit, bah, tu vas te jeter là-dedans et tu vas essayer d'utiliser le numérique pour faire des choses bien. Et c'est le seul dénominateur que j'ai depuis 25 ans maintenant. Donc ça veut dire qu'on peut dire que c'est un parcours agité, mais quand même avec un driver de sens et d'utilité. Alors c'est là qu'avec nos auditeurs, Frédéric, on se pose la fameuse question de l'émission. Quelle a été votre bonne étoile, celle qui vous a conduit, malgré les quelques écarts, les quelques obstacles, qui vous a conduit sur ce chemin de vie enthousiasmant? Bah, ça va peut-être pas être très surprenant, mais je dirais que c'est ma femme. C'est ma femme parce que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, c'est ma femme que depuis 13 ans. Mais par contre, ça fait 35 ans qu'on se croise, qu'on est amoureux, qu'on se rate. Et donc, c'est une histoire d'amour qui dure depuis très très longtemps, depuis le lycée. Et on s'est croisés à différents moments de notre vie. Notre histoire n'a pas toujours collé. Et on a fini par se marier et à faire des enfants ensemble. Et à chaque fois que j'ai eu des bifurcations dans ma vie, elle a toujours soit réapparu, soit été la cause de ces bifurcations-là. Donc, je dirais bien que ma bonne étoile, c'est ma femme. Donc, et j'imagine que, voilà, religieusement aussi, la bonne étoile, parfois on la perd de vue, parfois on se perd soi-même. Donc, ça correspond bien. Une boussole qui vous guide. C'est ça. Et qui parfois disparaît. Et cette étoile... vous pensez que c'est le hasard? Elle se construit, elle s'entretient. Bon, j'imagine que vous entretenez votre femme, mais comment est-ce qu'elle génère encore en vous cette énergie en permanence? Et comment ça s'entretient, cette petite étoile? Bah écoutez, moi je sais pas, je pense qu'on est amoureux un peu comme au premier jour, mais qu'on est content aussi d'avoir passé ce chemin de 35 ans ensemble. On vit pas ensemble tout le temps, donc ça peut-être que ça entretient aussi un certain nombre de choses, puisque c'est la joie des familles recomposées. On est parfois dans des villes différentes et on a des métiers très très impliquants tous les deux. Elle est médecin, elle aime l'humanitaire, elle part en mission. Au prochain carton, elle partira avec la Croix-Rouge, voilà, soigner. Donc je pense que c'est de suivre chacun son chemin et son sens et de le faire ensemble. Oui. Mais de ne pas essayer de ramener son conjoint dans son chemin à soi. C'est d'avoir des chemins parallèles en suivant chacun sa bonne étoile, mais en regardant dans la même direction. Alors, oui, on voit que le sens quand même vous anime tous les deux et donc c'est une valeur forte et commune. Alors, nous sommes toujours avec Frédéric Bardot, cofondateur et président de Simplon. Alors, Frédéric, votre vie semble rythmée. Au-delà de votre vie professionnelle chez Simplon, vous avez plein de projets dans l'intelligence artificielle, mais vous allez nous raconter ça un peu plus tard. Vous conciliez vie pro et vie perso, vos convictions profondes, on l'a vu, et votre travail, votre vie de famille, votre rythme d'entrepreneur. Comment parvenez-vous à vous ressourcer, à garder toute cette énergie pour innover et vous challenger en permanence ? Avant, je n'y arrivais pas. Ça fait seulement, je dirais, 6 ou 7 ans que j'ai réussi à trouver une stabilité. Avant, j'étais toujours dans l'excès, toujours dans le rouge. Je me fatiguais beaucoup. J'avais des hauts et des bas. J'avais des consommations de produits qui n'étaient pas effectivement bonnes pour ma santé, qui sont bonnes pour la santé de personne. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, je perdais de l'énergie et que c'était de l'énergie en moins pour mes projets, pour ma famille. Et donc, maintenant, j'ai une vie beaucoup plus rangée, avec une hygiène de vie beaucoup plus claire. Et c'est vrai que ça m'a redonné beaucoup d'énergie. Avant, j'avais de l'énergie, mais j'avais une hygiène de vie qui était mauvaise et j'avais l'impression que ça m'empêchait pas
d'être performant et de continuer à essayer d'équilibrer les choses. Mais en fait, c'était un leurre. Je crois que je me mentais à moi-même. Et donc, j'étais très performant dans le travail, mais c'était au détriment de la famille et de moi-même, de mon bonheur aussi spirituel et de mon hygiène de vie. Et maintenant que j'ai rééquilibré les choses sur le sommeil, sur l'alimentation, sur le sport, sur la méditation et sur des choses qui ont du sens pour moi, effectivement, je sens encore plus d'énergie. Je sens que j'en ai encore grave sous le pied, ce qui n'était pas le cas avant. J'étais très fatigué. Et cette hygiène de vie, donc, c'est pas simplement pour vous sentir bien, elle vous régénère, elle vous donne de l'énergie, elle vous donne un peu plus d'envie d'y aller et de se lever tous les matins. Oui, oui, puis elle me rend plus résilient. Et puis, en fait, quand on baisse un petit peu la pression, quand on prend des décisions, parfois, on dit que la peur est mauvaise conseillère, mais il n'y a pas que la peur, la fatigue aussi est mauvaise conseillère. Et donc, c'est vrai que ça me permet d'avoir des jugements plus éclairés et aussi de moins peut-être mal solliciter mes équipes et de moins répondre aux défis qui sont devant nous de manière malsaine ou abrupte ou irrationnelle. C'est vrai que ça Et vous avez des exemples dans cette envie de suivre une hygiène de vie correcte, des exemples concrets? Avant, j'étais un oiseau de nuit. Moi, depuis, ma mère m'a toujours dit, de toute façon, tu as toujours été un oiseau de nuit. Tu bossais jusqu'à 1h ou 2h du mat. Tu te levais à 6-7 heures. Et voilà, tu étais souvent très fatigué. Mais voilà, tu disais que la nuit, c'était le silence, le calme et que ça te permettait de te reposer. En changeant complètement de phase, on se rend compte qu'en fait, le sommeil est extrêmement réparateur et que c'est plutôt le matin très tôt qu'on a les idées claires plutôt que le soir très tard parce qu'on a toute sa journée déjà derrière dans les pattes. Et donc voilà, rien que le fait maintenant, mes enfants se fichent de ma figure parce que je me couche avant eux. Et donc je passe Donc pour c'est une heure de coucher? Ah oui, oui, 21h30 Ah oui. maximum. Oh. Voilà, donc ça c'est vraiment, pour ceux qui m'ont connu avant, c'est un changement Et drastique. le lever, du coup? Là, c'est plutôt 5h30. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Et donc vous avez réorienté votre horloge biologique? Ouais, C'est complètement. possible? Ouais, c'est possible. Après, je m'adapte aux saisons aussi, hein, parce que quand il y a moins de lumière, comme maintenant, c'est un peu différent. Et puis l'été aussi, je dirais que c'est peut-être 22h30. Là, c'est vraiment Ah. ouf. Et alors, pas d'extra, pas de soirée, Très pas de... peu. Très Ouais, peu? très D'accord. peu. Ouais. Une vie saine, on voit les amis à d'autres périodes, ou alors on Ouais, fait ou un le peu plus... week-end. Ou alors on se recentre aussi sur sa famille, ses enfants. Vous avez des enfants jeunes, ils ont quel âge vos enfants? Moi, ça va de 12 à 25 ans. Donc, il y 12 a à un petit peu de 25 ans. tout. D'accord. Ouais, il y a un petit peu de tout. Et sur le plan spirituel, on est à Radio Notre-Dame. Est-ce que vous avez une routine aussi spirituelle? J'ai mis au cœur de ma nouvelle hygiène de vie des temps de ressourcement pour moi. Donc, ça passe par la méditation, par le yoga. Mais pas mal de gens qui me connaissent depuis longtemps disent que je suis un athée mystique. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, il y a quelque chose de profond, il y a une recherche, il y a une quête chez moi. Je ne sais pas forcément comment l'exprimer. J'ai une éducation catholique, j'ai rencontré ma femme au catéchisme. Et donc voilà, j'ai une culture profondément judéo-chrétienne. Je ne suis pas très pratiquant, mais par contre, voilà, il y a la spiritualité, je dirais qu'elle a une place centrale dans ma vie, même si ça peut prendre des manifestations parfois, effectivement, pas forcément catholiques ou chrétiennes, mais je sens que c'est important pour moi. Et la définition, parce que nos auditeurs, je pense, ne connaissent pas, l'athée mystique pour vous, comment vous le définiriez? Vos amis ont l'air de vous coller cette étiquette. Non, mais ils me disent que je suis, comme tous les geeks, un peu scientifique, un peu terrien, un peu matérialiste. Je suis un fou d'astronomie, par exemple, et d'astrophysique. Et donc, dans mon système de pensée rationnel, peut-être que Dieu n'existe pas. Mais par contre, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je suis, ils voient quelque chose qui est profondément spirituel. Comme si j'étais animé par quelque chose et que, effectivement, je cherchais des choses qui me dépassent moi et qui sont plus grands que moi et qui ne sont pas forcément juste des constantes mathématiques ou des choses. Donc voilà, c'est cette contradiction. Je suis plein de contradictions, comme beaucoup de gens, mais moi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc voilà, je défends voilà, ma vision du monde comme si j'étais mystique, alors que je m'en défends peut-être dans le discours. Donc voilà. Et ces ressources, cette hygiène, ce côté athée mystique, comment vous les avez découverts? Est-ce que ça a été inné? Est-ce que vous parliez de votre parcours un peu chaotique? Est-ce que c'est dans le trou profond qu'elles émergent? Comment, pour nos auditeurs, on peut trouver ces énergisants? Mais moi, je crois qu'il n'y a que les actes et que je crois qu'on peut penser, on peut se dire beaucoup de choses, mais je crois que c'est en se frottant à la réalité et en étant dans l'action, en fait, qu'on se révèle soi-même et qu'on découvre qui on est.
Moi, je suis un partisan de l'expérience, du travail. J'ai fait des choses assez extrêmes dans ma vie, effectivement. Donc, jeter des pierres sur des CRS ou sauter d'un avion en parfait état de marche ou aller dans plein de pays différents ou être entrepreneur, c'est se mettre en risque. Et moi, c'est ma façon de me sentir vivant et de voir aussi comment mon environnement me révèle à moi-même. C'est face aux choses. Et effectivement, j'ai connu, mais c'est d'une banalité atroce, hein, la maladie, le deuil, les choses comme ça. Et c'est vrai que c'est là où on se rend compte qu'on est autre chose qu'un petit bout d'atome et une poussière d'étoiles à agglutiner, qu'il y a quelque chose quand même qui nous dépasse. Et je pense que c'est dans l'action. Pas forcément que dans les mauvais moments, dans des moments où on voit qu'on change la vie des gens aussi, comme c'est le cas. Moi, j'ai la chance de faire ça tous les jours. Et on se dit, voilà, ça nous renvoie à ça et ça nous apprend un peu qui on est à chaque fois. Pas forcément que l'adversité, mais aussi les moments de bonheur. Je sais pas, moi, avoir 5 enfants, pour moi, c'est une richesse. Et tous les jours, même s'il y a des galères, je me dis, mais la vie est un truc incroyable. C'est pas marcher sur l'eau qui est extraordinaire, c'est être vivant sur Terre et marcher dans la rue. Et ça, c'est vrai que c'est super. Quel bonheur de vous entendre. Mais la vie n'est pas très grise. Elle est plutôt soit tout noir, soit toute blanche. Par exemple, l'hygiène de vie, vous auriez pu trouver un terrain d'entente avec l'alcoolisme ou les drogues d'avant et puis le plus rien, plus de sortie. Non, pour vous, faut que ce soit carré. Ouais, puis je crois que je suis pas dans le numérique pour rien, hein. Dans le numérique, c'est 0 ou 1. C'est binaire. Et je crois que je suis un peu binaire. Mais voilà. bon. Un homme binaire. Alors, dans ces vies de fous, je vois, on a eu du mal à trouver des créneaux. On est chahuté sur beaucoup de sujets, vous comme moi. Comment on arrive à s'extraire un peu du monde et trouver ces moments de réflexion, de détente, de détox et d'hygiène? Il faut les provoquer, donc il faut les routiniser. Donc c'est vrai que d'avoir un moment de recueillement le matin, aussi le soir, des moments dédiés, je sais pas, à la gratitude, aux amis, à la famille. Moi, je suis un geek, mais je lutte complètement. Je fais de la digital détox, je fais des carèmes de numérique 3 fois par an. Je me déconnecte complètement. Il faut créer ces moments-là parce que sinon, je disais qu'il y a des choses qui sont mauvaises conseillères. La peur, c'est très mauvais conseiller, mais le côté autopilote, genre on se laisse couler et puis on suit les événements les uns avec les autres en subissant, c'est très très mauvais conseiller aussi. Donc il faut un moment sanctuarisé, et c'est pas pour rien que je prends ce mot-là, des moments où effectivement on est déconnecté, on est moins sollicité et on se dit je vais faire ça, ou alors je vais voir ce qui se passe quand on arrête toutes les sollicitations et ce qui émerge. Et donc ça, quand on médite, quand on prie, c'est exactement ça qu'on fait. Et la digital détox, alors, ça se passe comment? C'est 3 fois par an, toujours au même moment. C'est entre 1 semaine et 2 semaines, et c'est 0. C'est pas 1, c'est 0. Donc ça veut dire que je ne suis pas joignable. C'est que mes proches et les gens au boulot en cas d'urgence qui peuvent me joindre, en passant par ma femme. Là encore, c'est ma bonne étoile qui me sauve, parce que je pourrais pas être complètement coupé du monde, parce que je suis chef d'entreprise, j'ai 300 salariés, enfin voilà. Et puis j'ai plein d'enfants et je suis pas tout le temps avec eux, donc il faut qu'on puisse me joindre. Mais là encore, c'est ma bonne étoile qui me sauve. Moi, je suis déconnecté. Je touche pas un ordinateur, pas un téléphone, pas un SMS, pas un mail pendant 1 semaine à 10 jours, 3 fois par an. Et ça vous fait du bien? Ah, mais ça me reboote complètement. Ouais. C'est vraiment... je dors mieux, je recommence à me souvenir de mes rêves. Parce que la multisollicitation, en fait, agit sur votre sommeil, sur plein de choses, sur ma vigilance. J'ai 50 milliards d'idées. Les gens détestent quand je fais ma détox, parce que quand je reviens, j'ai 150 idées tous les jours. Et vous les notez sur un carnet, du coup, pas dans vos notes, votre téléphone? Non, carnet. Mais ça marche quand les enfants sont encore à la maison, quand votre femme est avec vous. Ça peut marcher qu'avec la femme, avec vous, parce que sinon, vous n'êtes pas du tout joignable et c'est juste impensable. Mais ça arrive quand même l'été, ou entre Noël et le jour de l'an, où là, souvent, je disparais 1 semaine. Et c'est ma femme qui me pousse à faire ça aussi, parce que j'ai justement besoin de solitude. Et donc là, cet été, je suis parti 10 jours dans la montagne, en autonomie, sans absolument aucun moyen de me joindre. Donc c'est un peu effrayant pour mon entourage, mais moi j'ai besoin de ce genre d'expérience. J'ai plus d'expérience extrême, je sais pas, de sport, d'alcool, de drogue, mais voilà, la solitude, d'être dans la nature et d'être un peu déconnecté du monde, ça c'est mon extrémisme à moi maintenant. Ça, c'est une vraie ressource en tout cas. Et vous en êtes à combien de digital détox à ce stade? Je dirais que ça fait 7-8 ans. D'accord. Bon, voyez, auditeurs, partez à l'aventure, coupez, mais continuez quand même à regarder l'app Radio Notre-Dame. Il ne faut pas quand même exagérer. Alors, Frédéric,
On sent qu'il y a une énergie folle, on sent aussi que tout ça, c'est assez carré, assez réfléchi. Et est-ce que vous auriez un petit secret, là, nos auditeurs sont tout oui de votre parcours, de votre façon de vivre, à nous partager un truc astuce à la Frédéric pour être, on aime bien le concept d'être entrepreneur, pas que dans la vie professionnelle, mais entrepreneur de sa vie. Donc, quel serait le petit truc et astuce à la Frédéric? Bah, je dirais, c'est banal, hein, mais quand on parle des zones de confort ou de se mettre en risque, je pense on situe pas le confort et le risque au bon endroit. C'est-à-dire que je pense que quand on croit qu'on se met en risque, en fait, on se met dans une zone où on retrouve ce qu'on est au plus profond de notre humanité, c'est-à-dire une sorte d'espèce très intelligente qui s'adapte à plein de choses, qui a besoin de nouveautés. Et donc, ouais, c'est de se mettre un petit peu en risque. Et donc, ça peut être physiquement, ça peut être aussi dans des choses professionnelles. Donc, je dirais ouais, de ne pas avoir peur, de se mettre en risque. Et le risque pour vous, c'est quoi? C'est changer d'activité? C'est aller dans un domaine que vous connaissez pas trop? C'est exprimer ses émotions, ce qui est très difficile, par exemple, pour moi. Vous l'avez bien détecté, que je suis dans le contrôle, etc. Donc, moi, me mettre en risque, pour moi, ce serait faire ce genre d'émission et parler de moi et me livrer sur des choses, dire à sa femme qu'on l'aime, à ses enfants qu'on l'aime, parce que quand on est père aussi, parfois, on a une pudeur qui est mal placée. On ne dit pas assez aux gens qu'on les aime. Pour moi, c'est ça la prise de risque. Donc, chacun l'adapte un peu comme il veut, mais je pense que les auditeurs et les auditrices voient bien ce que c'est que de sortir de leur zone de confort. Et c'est pas seulement changer de travail ou faire des sports extrêmes ou des choses qui ont l'air extrêmes. Ça peut être vraiment à une échelle toute petite, mais on ne regrette jamais en fait de se mettre en risque. Par contre, ma femme est médecin, elle est gériatre, elle accompagne des fins de vie, elle fait des soins palliatifs. Et les gens qui vont mourir, en fait, on voit très bien ce qu'ils regrettent et ce qu'ils ne regrettent pas. Ils ne regrettent jamais d'avoir pas assez travaillé. Ils regrettent d'avoir pas assez dit aux gens qui les aimaient et de ne pas avoir plus osé faire des choses. Voilà. Et ça, moi, ça me marque beaucoup parce qu'elle me raconte ça tous les soirs en rentrant. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Bon, je connais les prises de risque. Cette émission est une prise de risque pour moi, avec la boule au ventre, comme on la connaît si bien. Et alors, parlons un peu de la suite maintenant. Des petits scoops sur vos projets professionnels en cours à venir. On s'est croisés via l'intelligence artificielle, parce qu'on est des férus tous les deux d'intelligence artificielle. Quels sont tous les projets qui vous trottent dans la tête en ce moment ? Bah, côté Simplon, c'est vrai que moi j'ai envie qu'il y ait des écoles Simplon partout où il y a besoin de proposer un avenir à des gens et de leur faire bénéficier un peu des pouvoirs magiques du numérique. En ce moment, je suis très soucieux de nos écoles en Arménie, par exemple, où il y a des situations qui ne sont pas faciles. Moi, je suis né en entendant à la télé la guerre au Liban, la guerre du Kippour, les choses comme ça. Et là, je pense à Gaza, à la Palestine, à Israël. Je me dis, pourquoi on n'a pas des Simplons là-bas? C'est là-bas qu'il faudrait qu'on ouvre des écoles. Et puis sur l'IA, effectivement, l'intelligence artificielle et les histoires de ChatGPT, moi, c'est pas le côté bluffant et gadget qui m'intéresse, c'est en quoi ces choses-là, ces technologies-là vont pouvoir redonner du pouvoir à des gens qui en ont vraiment besoin. Donc, comment on va utiliser l'intelligence artificielle générative pour réinclure des personnes en situation de handicap, aider des migrants, voilà, permettre aux gens d'accéder à la connaissance sans forcément avoir tous les codes que nous, on a en tant que geek. Nous, on est ceinture noire de Teams, on fait des visios, on fait des machins. Il y a 38% des Français qui ont un problème de base d'illettrisme numérique. Donc, et pour moi, ChatGPT, quand je vois ChatGPT, je me dis, mais ça va permettre aux gens de rentrer dans le bateau du numérique. Donc, toujours l'utilité sociale et le prisme social. Merci à vous, Frédéric Bardot, cofondateur et président de Simplon, pour cet échange authentique avec nos auditeurs. Nous avons vu le vrai visage de Frédéric comme nous ne le voyons pas d'habitude. Et pour le mot de la fin, j'aimerais que vous me citiez 2 entrepreneurs de votre réseau de renom, successful, qui ont réussi et qui vous étonnent par leur capacité à se régénérer justement en permanence avec des leviers humains, forts, profonds, et que nous devrions absolument avoir sur ce plateau. C'est le Lucky Star Challenge de Radio Notre-Dame. Bah, simplement, on essaye d'ouvrir le monde du numérique aux femmes. Donc, je vais vous citer 2 entrepreneuses. Donc, la première, c'est Marie Eklund.
qui a travaillé beaucoup dans la finance et qui, là, a monté un fonds qui s'appelle 2050, qui s'occupe de créer des licornes de la transition écologique. Elle est absolument incroyable. Et une autre femme que j'ai connue aussi via France Digital qui s'appelle Rachel Delacour, qui a monté énormément de startups et qui là vient de lever 100 millions de dollars pour monter un outil de gestion de l'impact carbone des entreprises. Donc voilà, c'est 2 femmes et Rachel par exemple, elle se ressource en surfant. Ah, il ne faut pas révéler, ne révélez pas. Merci En beaucoup Frédéric, mille merci, encore bravo. Alors ce que j'ai envie de retenir et de garder précieusement en moi, c'est qu'un parcours multi-reconversion se justifie si c'est pour trouver une voie pleine de sens et d'utilité. Pour vous, l'inclusion, la diversité. N'ayons pas peur, assumons de changer, de prendre des risques, de parcours atypiques pour trouver notre voie, votre voie, chers auditeurs. Merci pour cette belle leçon de vie. Voilà, c'est la fin de notre émission, La Bonne Étoile de l'Entrepreneur, avec Frédéric Bardot, cofondateur et président de Simplon. Continuez à nous suivre sur la chaîne et les réseaux sociaux. La Bonne Étoile de l'Entrepreneur sur le site radionotre-dame.com ou l'app hâte d'évoquer la bonne étoile d'un autre entrepreneur. À très vite, chers auditeurs. Merci.